Alright, aujourd'hui, je suis avec Simon Langevin de Coveo. On va parler de jobs au niveau produit. Simon, ton titre, c'est quoi chez Coveo exactement? Oui, c'est vice-président de produit pour la division e-commerce. Très cool. Est-ce que tu m'expliquerais grossièrement ce que ça fait un VP produit, puis la définition d'une division aussi? Oui, grossièrement. Donc, le VP produit, c'est vraiment, en tant que tel, là, c'est la personne qui gère un peu le funding entre projet A et projet B. Puis la division e-commerce, ben, en fait, c'est tout ce qui est la recherche sur les sites commerciaux là, où on peut faire des transactions, donc transactionnelles. Donc, on pense aux retailers. On a Famous Footwear, donc qui vend des souliers. Ça peut être aussi plus les épiceries. Par exemple, Metro est un client. Donc, lorsque vous utilisez la barre de recherche pour trouver des produits, ça va être la division Coveo for Commerce, donc ma division là, qui va travailler là-dessus. C'est ça, tu sais, quand je parle de projet A, projet B, en gros, c'est de regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce que les clients veulent. Puis c'est moi, au final, qui va arriver puis qui va dire, ben, dépendamment de la vision du produit, des gens qu'on a dans l'équipe qui sont capables de travailler dans l'exécution de cette vision-là, ce serait quoi le chemin le plus efficace? C'est vraiment juste, à la fin, là, c'est moi qui mets mon stamp là, pour dire « Ah, on va vers projet B. » Ça va être plus rapide de se rendre dans une vision de cette façon-là. Là. Puis je suis curieux, ça ressemble à quoi ton background professionnel qui a fait que tu t'es rendu à cette position-là chez Coveo, mettons? Oui, absolument. C'est quand même, côté quand même assez intéressant. Souvent, en produit, ça va être l'espèce de mix business et informatique. Des fois, un peu plus d'informatique, des fois, un peu plus de business. Moi, j'arrivais d'un bac en administration, puis après ça, j'ai fait un certificat en informatique. Donc, un petit peu plus business OK. que technique, mais quand même capable de coder, de faire des applications. Et puis avant, je travaillais, en fait, j'ai commencé là, même dans le recrutement, en fait. Ce qui est drôle parce que c'est un petit peu relié au podcast qu'on a là. Donc, je faisais des événements comme par exemple les Startup Weekend. Je faisais des événements pour une OBNL pour aller chercher des talents en informatique pour les compagnies de Québec à l'époque. Et puis après, quand je suis rentré chez Coveo, là, j'étais vraiment plus côté client, donc support, après ça, service professionnel. Puis finalement, je me suis dit, quand je regardais un peu les challenges auxquels on faisait face, je me disais, la seule façon que je peux vraiment attaquer ces challenges-là, je dirais plus en amont, c'est d'être dans le produit. Donc, c'est là où j'ai décidé de faire une transition dans le produit il y a presque, je pense, 9 ans. Et puis, ça m'a amené vers la création du produit e-commerce et puis le titre de vice-président de produit là, pour ce nouveau produit-là. OK. Fait que ce qui est intéressant, je trouve, vite fait, c'est tu avais déjà eu de l'expérience plus tôt dans ta carrière avec l'embauche, attirer du talent, le garder. Puis là, ça, c'est quelque chose qui devient crucial quand tu montes VP ou quand tu pognes un rôle de VP, mettons. Puis l'autre affaire qui m'a marqué, c'est toi, tu étais là comme à la genèse, au début de la création de la division, du produit e-commerce. Tu sais, parle-moi un peu de ça. Ouais, ça, c'est un bon. C'est intéressant quand même parce que c'est. Au final, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des clients qui utilisaient nos autres produits. Tu sais, on a des produits pour le self-service, donc les espèces de portails utilisateurs, trouver un peu du contenu dans des FAQ, des Ouais. choses comme ça. Puis on avait aussi une division website, donc vraiment pour chercher de l'information sur des sites web. Puis ça, c'était la division dont je m'occupais. Et puis à un moment donné, on s'est mis à avoir des clients qui disaient ouais, mais moi, je vends sur mon site. Est-ce que vous pouvez optimiser les achats en tant que tel? Est-ce qu'on peut faire que tout le processus d'achat de nos utilisateurs, nos visiteurs est plus facile? Puis c'est là où on s'est dit, ben, créons une branche qui va vraiment mettre l'emphase sur les achats. Au lieu de dire à la base même de l'AI, au lieu que ça soit les clics, les vues sur des pages, ça va être les achats. Ça va être vraiment la conversion qui va attirer ça. Donc, on est allé en fait, tous ensemble à Québec, on est allé dans le bureau du CTO, qui est encore le CTO founder de la compagnie, Laurent Simoneau. C'était moi, un SVP, Richard Tessier, puis un consultant qu'on avait embauché, qui avait travaillé chez Walmart, chez Google.
que je nommerai pas. Puis juste les quatre entre nous, on a décidé, bon, on va partir juste un peu comme des user stories. Tu sais, on va se dire, OK, un utilisateur serait capable de faire ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour créer ça? Puis c'est de même qu'on est arrivé là, vraiment avec une première roadmap, que je pourrais dire, puis aussi ce qu'on appelait un peu une flywheel à l'époque. Là. Donc vraiment, tu sais, une espèce de mapping entre les usagers futurs de ce produit-là, leurs besoins, leur background, ainsi de suite. Puis on est parti avec ça. Puis après ça, tu sais, dans le fond, les premières personnes que j'ai fait rentrer dans cette équipe-là, c'était même pas des développeurs, c'était une personne de UX puis une personne de démo pour être capable de comme créer une expérience, puis après ça, essayer de vendre cette expérience-là, mais tu sais, la vendre, pas nécessairement mettre un prix dessus, mais vendre l'idée, la vision. Puis après ça, ben là, on a commencé à rentrer des développeurs, 1, 2, 3, puis maintenant, c'est rendu une équipe d'à peu près qui travaillent directement ou indirectement à peu près une quarantaine de personnes au niveau développement. Au niveau produit, 5 personnes dans mon équipe, plus 3 designers. Donc, vraiment un produit qui a atteint une certaine maturité. Là. C'est hot parce que j'imagine que ça a comme déverrouillé toute une strate de marché ou un type de client enterprise qu'il n'y avait pas nécessairement avant chez Coveo. Fait que ça remet l'organisation un peu en mode innovation, en mode crime. On se fait une place dans une nouvelle pocket comme ça. C'est vraiment hot. Puis cette division-là, elle ressemble à quoi aujourd'hui, mettons, en termes de taille, de distribution dans l'organisation à travers le monde, peu importe? Oui, exactement. Ben, dans le fond, comme je disais, côté R&D produit, c'est ça, à peu près une quarantaine de personnes là, qui est comme un peu, certains sont vraiment 100%, on fait juste du e-commerce, donc on fait les UI pour les merchandisers, on fait tout le système de tracking de données dans un site d'e-commerce. Il y en a qui sont comme un peu plus des experts, en fait, qui vont travailler sur différents produits de façon un peu plus matricielle, donc des gens, par exemple, d'AI, surtout au niveau du scale de l'AI, ces choses-là. Donc, on va se retrouver avec des équipes d'infrastructure qui, eux, créent un service. Donc, il y a comme une topologie, là, en fait, où ils créent un service qui est utilisé par plusieurs produits, incluant celui e-commerce. Ça, c'est vraiment la R&D. Après ça, c'est sûr que, on a décidé de faire à peu près une verticalisation d'à peu près tous les départements. Donc, on a du marketing de produits vraiment pour le e-commerce. On a une équipe de support pour le e-commerce. On a une équipe, une spécialisation en services professionnels pour le e-commerce. La même chose pour les ventes, les sales engineers. Donc, vraiment, il y a vraiment un côté vertical là, au e-commerce. Puis en tant que tel, c'est presque la moitié de la compagnie parce qu'en tant que tel, l'e-commerce est rendu pas mal le plus gros produit avec service qui est comme un peu l'autre gros produit, en fait. Donc, ces deux produits-là mis ensemble, c'est presque 80 à 90% des produits. Le reste, ça va être website, enterprise search. Et puis la distribution, c'est beaucoup Québec-Montréal avec quand même, j'ai une bonne partie de l'équipe aussi à Londres, dans nos bureaux à Londres. Et un petit bureau aussi, on a quelques personnes qui travaillent aux Netherlands. Okay. Nice. Et puis bien sûr, il y a des gens qui sont complètement remote, donc à la maison. Mais la plupart, là, je dirais que le pôle, c'est vraiment Londres, Montréal, Québec. Là, c'est là où on retrouve la plupart de notre monde. Fait que t'as-tu un petit London calling dans tes mois récents? T'es-tu allé faire un tour? Il faudrait que j'y aille plus souvent. Là, c'est là-dessus, là, c'est en tant que tel, c'est ça, je vais me flageller un petit peu. Là. En tant que VP, il faudrait que j'aille voir mon équipe un peu plus. Je suis aussi un nouveau père, j'ai un enfant de 5 mois, donc malheureusement, ça m'a ralenti un peu. Merci. Ça m'a ralenti un petit peu sur les voyages, mais ouais, il faudrait que je retourne. Puis on essaye aussi de faire venir le monde ici, de faire bouger les gens un peu. C'est sûr que c'est pas à la porte non plus. Là. Cynthia Petrucci, je m'excuse Cynthia si je prononce mal, elle m'a parlé un peu des espèces de cohortes que vous ameniez à Montréal, puis de ce qui se passait quand vous faisiez le onboarding d'une grosse gang plus internationale. C'était assez cool. Où c'est que je veux aller? Ben, il y a une partie de moi qui se dit, écoute, j'en ai de l'expérience en e-commerce. Là, avec Snipcart, on avait une petite startup bootstrap il y avait des milliers de clients qui runnaient l'e-commerce sur leur e-commerce avec Snipcart. Mais force était d'admettre que à ce scale-là, du moins, le search, la recherche dans l'e-commerce, c'était nul. Là. Puis même aujourd'hui, en tant que consommateur final, utilisateur final, des fois, man, je suis pas impressionné. Là, les fois où c'est le plus frictionless, c'est quand je suis sur des Nike ou même Lululemon, ce genre de trucs-là qui est comme les investissements e-commerce doivent être fous. Fait que ma question pour toi, c'est est-ce que les fondamentaux de AI, de recherche qui sont, je veux dire, qui innovent et qui se développent chez Coveo depuis le tout début, vous donnent un edge compétitif pour ce qui est du search dans l'e-commerce ou... Oui.
Ben absolument, tu sais, puis quand on a commencé vraiment les premières années, là, même à, tu sais, 2019, 2020, 2021, on faisait presque juste de la recherche, là. Tu sais, je veux dire, de la recherche, je veux dire carrément académique, là. Tu sais, on faisait des papers, là, peer review papers qu'on appelle sur le marché, donc des papiers académiques qui allaient dans des universités et tout. Puis le but, c'était vraiment de trouver, tu sais, c'était quoi l'ingrédient qui manquait en fait dans le e-commerce en général, tu sais, que ça soit la sémantique, que ça soit la personnalisation un à un, que ça soit même là, tu sais, récemment l'AI génératif, ces choses-là. Un des gros problèmes, là, c'est que les compagnies en tant que telles, surtout dans le retail, puis on le voit même avec Amazon. Je vais prendre Amazon parce que, bon, tout le monde peut parler d'Amazon, il n'y a pas vraiment de... Ça reste un peu un élément neutre là-dedans. Tu sais, Amazon, de plus en plus, leur recherche en tant que telle est de moins en moins bonne. Tu sais, le search qui est offert, puis la raison pour ça, c'est qu'ils ont des ils ont des incentives, en fait, donc ils ont des gens qui les payent pour faire du retail media, donc tu sais, pour mettre de plus en plus de publicité dans le haut des pages. Donc en tant que tel, c'est pas tout le temps une question de technologie, nécessairement une question d'innovation, quoique nous, on croit 100% à ça. C'est aussi une question de c'est quoi la valeur perçue par le retailer lui-même. Puis est-ce que ce retailer-là est prêt à faire le sacrifice de dire je vais laisser l'AI prendre le contrôle de ce que, de mon site, puis de carrément réordonner les produits sans nécessairement que ça soit 25, 200 merchandisers qui sont derrière, qui décident chaque produit est placé où. Puis c'est ça qu'on a vu, par exemple, si je prends The Gap, par exemple, qui est un, qui est un quelqu'un avec qui on a discuté, mais The Gap qui est assez connu, c'est à peu près 200 à 300 merchandisers qui décident l'ordre de chaque produit dans leur ordre. Donc, nous, vraiment, la vision qu'on a, c'est arrêter de faire ça. Puis c'est pourquoi, nous, on croit qu'en fait, pourquoi c'est pourri out there, c'est vraiment parce que les gens ne sont pas prêts à embrace l'AI. Des gens qui nous disent que même avant que ChatGPT arrive il y a 2 ans, l'AI, ils ne savaient même pas nécessairement qu'est-ce que ça pouvait faire. Que ça pouvait réordonner les produits, que ça pouvait donner des suggestions, des choses comme ça. Donc vraiment, je pense que malgré tous les investissements, les recherches, les surges en AI, on est encore au début de ce marché-là. D'un marché où vraiment la recherche va devenir pertinente pour les usagers, puis va amener vers de la conversion, vers vraiment des résultats tangibles. Ouais, des expériences personnalisées. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu laisses l'AI dicter une bonne partie de ton merchandising, comment tu distribues tes produits, même le prix à la limite, lesquels ressurfacent le plus vite dans une recherche, whatever. Même si tu laisses beaucoup des modèles d'AI avoir une influence là-dessus, ça veut pas dire que tu peux pas avoir des règles d'affaires ou des check-in humains qui vont pouvoir modéliser un petit peu comment l'expérience se fait. Puis Vincent Bernard, ton collègue, en parle dans l'épisode de podcast qu'on avait enregistré à votre bureau de Québec, de ça, si le monde veut aller voir. OK. Fait que là, j'ai le goût de rezoomer un peu plus côté carrière, puis là, c'était sûr que j'allais sidetracker parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, mettons, côté produit puis plateforme. Puis c'est important que le monde catch aussi c'est quoi les défis que vous avez. Mais je veux zoomer sur toi, mettons. Pourquoi toi, tu as décidé de faire carrière chez Coveo? Oui. C'est fou, mais la fois où je suis rentré, en tant que tel, je voyais Coveo était un peu comme quelque chose d'assez mystérieux à l'époque. Tu sais, il faut que tu reviennes 10 ans dans le temps à Québec où vraiment, tu sais, l'informatique, c'était beaucoup d'investissements en jeux vidéo ou dans tout ce qui était consultation. Donc vraiment, tu sais, l'informatique, c'était des gens qui arrivaient au ministère dans une compagnie d'assurance ou de quoi du genre, puis qui créaient un projet, tu sais. Puis moi, je me disais, mais est-ce qu'on a un petit peu un mini Silicon Valley, tu sais, vraiment du software development, tu sais, est-ce que ça existe à Québec? Puis Coveo, tu sais, n'était pas très bon en fait à expliquer ce qu'il faisait au grand public. Tu sais. Puis j'ai eu la chance, à cause de mon ancienne vie, tu sais, dans tout ce qui était recrutement, ces choses-là, de voir un petit peu qu'est-ce que Coveo offrait comme emploi, qu'est-ce qu'il faisait, ainsi de suite. Puis la première fois que je suis rentré dans un bureau, puis que je suis rentré dans la R&D, puis que j'ai vu vraiment un open space avec des couleurs dans tous les sens, des gens qui avaient des toutous, tu sais, des affaires de même, tu sais, vraiment un petit peu déjanté, je me suis dit, c'est là que je veux travailler. Tu sais, je me suis dit, ces gens-là, ils sont vraiment en train de construire de quoi qui a l'air vraiment le fun. Puis, tu sais, rapidement, quand j'ai passé en entrevue, j'ai rencontré les gens, je me suis dit, tout le monde ici est extrêmement intelligent. Puis c'est ça qui a fait que j'ai commencé à travailler là, puis que je suis jamais parti, en fait, parce que ça a toujours été des challenges, ça a toujours été du software development, ça a toujours été de créer quelque chose qui avance dans le temps. Puis ça, je trouve ça super, là, tu sais.
Ça me rappelle quand j'ai eu mon premier goût de construire du produit numérique, puis pas Ouais, juste du service, mettons, offrir exact. du service. Euh, c'est hot, man. Fait que ça fait 10 ans-ish, mettons, que t'es là. Ouais, exactement. Je Ok. passé mon 10 ans. Fait Félicitations, que, c'est ouais. hot, man. Ouais, c'est ça, c'est fou. Je pensais pas, tu sais, je pensais jamais, j'étais le genre de personne à me dire, ah, je vais faire un 2 ans là, 2 ans là, tu sais, on va explorer un peu. Ouais, ouais, Puis ouais. Coveo, Coveo, ça a été juste des défis. C'est ça qui était super. C'est ça que je trouve hot, puis c'est une des raisons pourquoi que je voulais que ce soit le premier employeur certifié ça se passe, c'est que Coveo offre des carrières en scale-ups, puis pas juste en start-ups, que le chemin de progression puis de croissance, il est wide open parce que la compagnie est en croissance et en innovation depuis genre plus qu'une décennie maintenant. Fait que tu sais, c'est des Christy de belles carrières. Puis quand tu vois du monde en tech qui reste dans les deux chiffres, mettons 10 ans plus, c'est des gros signaux pour moi, tu sais. Exact. Fait que ouais, non, je trouve ça sick. Puis j'ai une question, si t'as l'impression qu'on y a déjà répondu, on move, mais qu'est-ce que tu dirais qui est le plus le fun à propos de travailler en produit spécifiquement? Pas nécessairement en e-com, mais en Ouais. produit chez Coveo. Ça, c'est ce qui est cool, en fait, en produit chez Coveo, c'est que euh, les 4-5 premières années, mais 4-5 premières années chez Coveo, il n'y en avait pas beaucoup de produits. Tu sais, en tant que tel, c'était la R&D construisait quelque chose, puis c'était tellement bon ce qui avait été construit que ça se vendait, ça se déployait. Tu sais. Puis là, à un moment donné, on s'est dit non, il faudrait qu'on crée vraiment des produits autour de ça, tu sais, qu'on crée une mise en marché, puis qu'on fasse quelque chose tu sais, qui avance un peu plus. Fait que ce qui est le fun, c'est de prendre tu sais, de la science, puis beaucoup d'AI, puis de mettre ça essayer de rentrer ça un peu dans un mode de déploiement agile, tu sais, puis d'essayer de rentrer des OKR, des initiatives, des choses comme ça. Donc vraiment, tu sais, d'essayer d'embrasser un peu tout ce qui est mode agile moderne dans des systèmes qui sont excessivement compliqués. Tu sais, des fois, quand on crée, par exemple, on est une startup, on crée une nouvelle app ou des choses comme ça, souvent, on va essayer d'utiliser les technologies qui sont disponibles puis d'essayer de mettre ça ensemble. Puis le processus agile, c'est vraiment, tu sais, de prendre des technologies qui existent, de regarder c'est quoi les clients qui présentement souffrent avec ces technologies-là, d'essayer de mettre ça ensemble puis d'arriver avec un produit, tu sais, une app ou quoi que ce soit. Dans le cas de Coveo, c'est vraiment de se dire, on est un peu à la limite de la science. Comment est-ce qu'on utilise une méthode de développement produit agile pour avancer cette science-là? Tu sais, pour travailler avec des scientifiques puis de faire des produits à l'extérieur de cette science-là. Tu sais. Puis là-dessus, tu sais, je vais faire un parallèle qui est très bold, puis il y a du monde qui vont trouver que ça sonne peut-être un petit peu my high horse, là, mais tu sais, ça va ressembler un petit peu au style tu sais, de SpaceX ou ces affaires-là où tu te dis, OK, ben tu sais, moi, j'ai pas aujourd'hui un produit qui est nécessairement sur le marché. Il faut que je crée une fusée pour aller dans l'espace. Présentement, les seuls qui font ça, c'est NASA, tu sais, par exemple, ou les autres organismes à travers les autres agencies à travers le monde. Donc, il faut vraiment que je crée quelque chose qui n'existe pas. Ben, des fois, Coveo, pas tout le temps, on va être quand même humble, des fois, Coveo, on se retrouve tu sais, dans une situation où c'est vraiment des scientifiques qui arrivent avec des choses comme par exemple des large language models, des choses comme ça. Puis il faut essayer de trouver, il faut essayer de voir, tu sais, c'est dans quel marché que ça peut aider, ça. Ouais. Puis c'est vraiment, tu sais, du reverse thinking de système agile, tu sais, qu'on verra pas nécessairement dans n'importe quelle compagnie, là, tu sais. Mm. Tu sais, c'est cool écrire un white paper, mettons, qui va avoir une influence sur une industrie. Ce qui est encore plus cool, c'est connaître la fille qui a écrit le white paper, y parler, ensuite être capable de shipper un produit qui influence des millions de personnes qui l'utilisent. C'est l'espèce de proximité de la chaîne de création de valeur, de l'innovation en commercialisation. Ça, c'est dope. Puis t'as raison de dire que dans la majorité des compagnies, c'est pas ça qui arrive. T'as comme un menu de technologie puis d'innovation qui sont déjà pas mal pré-marchés, puis là, tu bundles ça ensemble pour créer de la valeur. Mais dans le cas où ce que tu dis, la proximité à la science un peu, ça, c'est malade, man. Ça, je suis un fan. Alright, parle-moi d'une personne dans ton équipe qui t'impressionne. Ça peut être n'importe qui, pour n'importe quoi. Là, je vais faire mon père, là. Que, tu sais, je suis pas capable de choisir un enfant en particulier. Tu sais, je vais dire, c'est à peu près tout le monde, mais pour une raison en particulier. Puis c'est drôle parce que tu me parlais de Vincent que tu as interviewé. Puis Vincent, tu sais, c'était dans mes premières embauches à l'époque. Puis, tout. Ah, t'es sérieux? Puis ouais, exactement. Puis tu sais, Vincent, c'était toujours été un de mes petits préférés. Tu sais, faut pas que je le dise à tout le monde. Mais... Puis, tu sais, une affaire qui est arrivée avec Vincent, c'est vraiment que je l'ai mis devant des clients rapidement. Tu sais, je le faisais essayer des technologies, on avait comme un peu une vision. Puis je le mettais rapidement devant des clients. Puis tout de suite, tu sais, que ça soit une billion-dollar company, tu sais, se retrouver devant
un ExxonMobil ou des affaires de même, puis de se dire rapidement, il est pertinent, il apporte de la valeur, puis le client a confiance envers cette personne-là qu'on a embauché il y a 6 mois. T'sais. Puis là, c'est arrivé avec Vincent, puis je me suis dit, c'est parce que Vincent, c'est un golden child, c'est un excellent employé, mais après ça, peu importe qui j'ai embauché, que ce soit en produit, en design, peu importe leur background, qu'ils soient un petit peu plus extravertis, un peu plus introvertis, dès qu'on les met un peu dans la soupe de technologie, de passion, qu'on leur montre un peu qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cette technologie-là, rapidement, ces gens-là sont capables d'aller devant n'importe quel client, n'importe quel prospect, dans n'importe quelle situation, puis d'être pertinent, d'être éloquent, moi, c'est ça qui m'impressionne. Puis c'est pour ça que j'ai de la misère à pointer une personne, parce que je pourrais dire, ma designer ici, qui travaille sur le produit, qui fait des mock-ups, peut-être un petit peu moins extraverti que certains d'autres de mes product managers, pardon, je suis capable de se mettre devant un client puis de faire des user testing, des choses comme ça, puis d'être complètement pertinente pendant la 1 heure qu'elle a passé avec ce client-là, puis d'apporter de la valeur. T'sais. Puis ça, je trouve ça absolument incroyable. Puis c'est à peu près tout le monde qu'on a réussi à rentrer dans cette équipe-là qui réussit à faire ça. Donc vraiment, c'est pas une personne, je dirais que c'est juste un peu ce processus-là, puis les gens en tant que tels qui sont rentrés dans ce processus-là. T'sais. Fair. Est-ce que tu as l'impression qu'au niveau RH, vous filtrez pour ses capacités à communiquer là avec des clients dans des situations qui peuvent avoir un peu plus de pression? Possible. Il faudrait que je regarde, il faudrait que j'analyse un peu tous les possibles biais qu'on a, ces choses-là. Mais c'est sûr que c'est pas des attentes qu'on a. Par exemple, quand on fait rentrer quelqu'un en R&D qui va développer ou quoi que ce soit, pas nécessairement. On ne se retrouve pas dans une situation où c'est comme quand tu vas te retrouver devant un client ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui vient quand même assez naturellement. Okay. Puis, je veux dire, on va souvent parler extraverti, introverti. Je pense que dans la R&D, le produit de Coveo, on a totalement les deux. Là. On a les deux, puis c'est rare que je me dis cette personne-là est vraiment extravertie, donc je vais être capable de la mettre devant des clients. Puis cette personne-là est introvertie, je ne serais pas capable. C'est très rare. Souvent, j'arrive, je me dis, dans le bon contexte, avec la passion pour le produit en tant que tel, ces deux personnes-là, je suis capable de les mettre devant qui que ce soit. T'sais. OK. Raconte-moi un peu l'histoire de A Day in the Life d'une personne qui travaille en produit, que ce soit au bureau de Montréal ou à Québec. Juste, ça ressemble à quoi? Dans quel lieu ils opèrent? C'est quoi leur rituel, leur horaire, ce genre de trucs-là? Absolument. Horaire, les lieux, c'est ça. S'ils viennent au bureau, on commence avec un snack dans la cafétéria, des fois les petits déjeuners, ces choses-là. C'est sûr, s'ils sont à la maison, autre environnement, en tant que tel, moi, je suis à peu près 50-50 entre les deux. Le type d'horaire, c'est vraiment, souvent les matins, à cause du fait qu'on a quand même une équipe distribuée, du monde à Londres, du monde aux Netherlands, les matins, c'est beaucoup avec l'équipe. Donc, c'est vraiment des moments là, où, on fait nos plannings d'équipe, on fait nos scrums, ces choses-là. Donc, vraiment, les cérémonies agiles qu'on peut s'attendre en produit, ça se passe pas mal les matins. Okay. Du moins pour l'équipe ici en Amérique du Nord. Pour l'équipe en Europe, ça va être l'après-midi que ces affaires-là vont arriver. Le reste du temps, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les clients. Dans mon équipe, du moins, on est très, 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 très proche de nos clients. C'est un modèle qui est quand même assez high-touch, comme on appelle, où on appelle nos clients. On ne fait pas nécessairement des sondages qu'on envoie à 1000 utilisateurs ou quoi que ce soit. On va vraiment rencontrer nos clients, faire comme des sessions de user testing, montrer de nouvelles features, montrer des prototypes, les laisser l'essayer, leur dire après ça, ça va être disponible quand, est-ce que ça vous intéresse, ainsi de suite. Donc ça prend énormément de temps, mais c'est très important pour Coveo. C'est le modèle qu'on prend. Puis après ça, le reste du temps, en produit, c'est plate un peu à dire, ça enlève un petit peu du sexiness de tout, mais c'est beaucoup d'écriture. C'est vraiment la quantité de user story qu'on écrit. On travaille juste dans Confluence. On écrit le pourquoi on fait les choses, vers où on s'en va avec ça, pour après ça être capable de vraiment descendre dans Jira. Là, c'est les outils qu'on utilise, mais pour être n'importe quoi. Descendre dans Jira, créer des stories, puis vraiment faire avancer le backlog. Donc la journée, c'est vraiment ça. Là. C'est équipe, système un peu matriciel entre les équipes, entre produits puis dev. Et puis après ça, rencontrer les clients. Souvent,
quand même une bonne collaboration product design et product management qui les deux se rapportent à moi pour parler avec les clients. Tu as mentionné Confluence, tu as mentionné Jira. La stack d'outils, soit de gestion de produits ou de communication qui est utilisée par du monde en produit chez Coveo, c'est pas mal ça les deux highlights? C'est pas mal ça avec Miro, je dirais. Okay. Je dirais que Miro, c'est peut-être... tu sais, la suite Atlassienne, je sais pas... qu'on serait pas à la vente, là. Tu sais, ça fonctionne parce que ça a beaucoup de fonctionnalités. Est-ce que c'est nécessairement la meilleure out there? Je suis pas prêt à mettre mon point là-dessus. Je dirais que Miro, c'est vraiment plus l'endroit où on va partager des idées. Puis après ça, une fois qu'on a comme décidé vers où on s'en va, là, c'est là où on va comme plus mettre ça dans un Confluence puis dans un Jira. Tu sais, en tant que tel, au lieu de Confluence, on pourrait juste avoir ben des Google Docs. Je trouve pas nécessairement que c'est un outil qui est bien plus avancé qu'un autre. Il y en a qui vont utiliser du Airfocus ou Roadmonk ou des affaires de même pour faire des roadmaps. Nous autres, on utilise Jira. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a toutes nos stories, mais c'est plus une question de savoir écrire que de vraiment l'outil utilisé. Oui, absolument. Surtout en produit, c'est tellement clé. Tout le monde est quasiment ADHD à cette heure-là, mais je veux dire, tout le monde est distrait, tout le monde, l'attention, c'est tough à maintenir. Tu veux que quand tu écris un requis ou un user feedback ou une idée ou un price, il faut que ça soit méga crisp puis clair parce que sinon, tu perds le temps de tout le monde, tu génères des back and forth. Fait que la capacité de communiquer à l'écrit bien, c'est méga important. Exact. OK, ça ressemble à quoi une trajectoire typique, mettons, pour une carrière de quelqu'un qui rentre junior en produit jusqu'à ton siège à toi, tu sais? Même jusqu'à CPO, un rôle qu'on n'a pas ici, mais qu'on pourrait même avoir dans le futur. En tant que tel, on essaye beaucoup de créer 2 tracks. C'est pas encore parfait, mais présentement, c'est junior, intermédiaire, senior, et puis après ça, est-ce qu'on veut gérer une équipe? Donc gestionnaire d'une équipe de product manager, puis après ça, directeur, directrice et vice-président, vice-présidente. C'est un peu ça, la track, je dirais, management. Là, ce qu'on essaye le plus de pousser, c'est avoir aussi une track, individual contributor. Donc, senior, staff, principal, ainsi de suite. Puis, on a mis beaucoup de choses en place en R&D et en produit pour que les gens qui sont, par exemple, staff, principal, aient vraiment un impact très large. Donc, vont être dans des discussions stratégiques, vont se rapporter directement au vice-président, même si, par exemple, ils sont dans une équipe où il y a un manager, ils vont quand même se rapporter au niveau le plus haut. Donc, vraiment, on essaye un peu de créer cette espèce de dualité-là entre les individual contributors puis les managers. Mais sinon, ça suit quand même un système assez typique là, de product management comme on voit chez les Google, Facebook de ce monde. Gotcha. J'aime ça avoir des bribes de culture interne, c'est-à-dire un inside, une blague, un concept, quelque chose qui est vraiment propre à ta gang. As-tu quelque chose que tu peux me spoiler ou me partager? J'en ai plein. Je pense qu'un qui m'a toujours fait rire, c'est juste les Crocs. Tu sais, les souliers Crocs. C'est quoi, c'est populaire? Puis, c'est ça l'affaire. C'est qu'en tant que tel, je dirais que c'est 50% aiment ça, 50% détestent ça. Puis il n'y a comme pas d'in-between. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est très noir ou blanc. Fait que là, ça devient un peu, tu sais, la game de... tu sais, par exemple, tu fais un slide deck où tu vas présenter de quoi de vraiment important, c'est super sérieux, tu sais, une nouvelle science, puis on s'embarque. Puis là, tout d'un coup, il va comme avoir, tu sais, comme un Crocs inséré à quelque part dans la présentation. Puis c'est comme un peu une espèce de Crocs rolling, là. Tu sais, genre, tu sais jamais quand ça va arriver. Tu sais, un nom de feature, puis il y a comme Crocs dedans, ou quoi du genre. Ça, je trouve ça incroyable. Tu sais, à chaque fois, je me fais comme avoir. Puis, j'adore ça. Moi, for what it's worth, pour le monde de Coveo qui écoute, moi, je suis dans le camp Crow, puis je suis allé dans les bureaux de Québec en Crow, je suis pas mal sûr. Alright, c'est excellent, ça. En ce moment, as-tu une coupe de postes pour lesquels vous engagez en produits qui sont top of mind? Puis sinon, je vais juste faire le shout-out tout de suite, saspace.com/partenaire avec un S/Coveo ou sur le job board saspace.com/emploi avec un S, juste à sélectionner Coveo. Tous les postes qui sont affichés chez Coveo sont là, sont dispo là aussi. J'aurais dû faire mon devoir puis de regarder juste avant de venir. Je sais qu'on a toujours des postes ouverts. Moi, présentement, dans mon équipe de produits, j'ai quand même ma capacité. En UX, par contre, donc tout ce qui est product design, là, j'ai encore de la place. Je sais, par contre, qu'ils cherchaient product designer plus dans l'autre produit, dans le produit service knowledge. Product manager, pardon.
Et puis, je sais que dans le core platform aussi, des fois, ils en cherchent. Je pense qu'il y a 1 ou 2 postes ouverts là, présentement à différents niveaux, là, autant intermédiaires que même, je pense, à des niveaux un peu plus hauts. Là. Super. Ben, si le monde veut aller voir les liens que j'ai dit, ils sont tous affichés là. Sinon, vous googlez carrément Carrière Coveo, puis vous allez tomber sur le portail de carrière qui est vraiment sick, by the way. Puis c'est possible aussi de faire des candidatures spontanées si jamais c'est pas un poste ouvert, puis vous pensez avoir quelque chose d'intéressant à amener à la table. Juste avant qu'on parte, il me reste 2 petites questions. Le processus d'entrevue puis d'onboarding, si tu me le faisais genre rapidement en termes des étapes puis du temps que ça prend, genre. Oui. Ben, on essaie là, de plus en plus de faire d'être quand même en accord travail-famille. Donc, on essaie de faire que pas mal tout se passe quand la personne est avec nous. Donc, vraiment, pendant les entrevues, on a quand même, le première, on a toujours une première rencontre où on regarde un peu le fit, la culture. Le classique où on va regarder un petit peu le background, choses, on va poser des questions sur comment tu as géré les situations A, B, C, ainsi de suite. Assez classique. Le deuxième, c'est un test. Puis je peux pas trop aller loin dans le test, mais il y a une petite préparation quand même à faire avant. Mais on essaie de réduire. Là, on ne veut pas que le test prenne 10 heures, 15 heures, 20 heures à faire à la maison. Là. Donc vraiment, c'est plus comme quelque chose qui devrait être assez naturel et assez rapide à faire pour quelqu'un qui a fait du product management de façon assez sérieuse avant. Et puis, le but, en fait, après ça, quand on se rencontre, c'est de poser juste des questions sur ce qui a été fait, de mettre en situation, en fait. Donc, ça, c'est comme l'entrevue 2. Puis après ça, normalement, il y a une dernière entrevue là, qui est plus pour le futur, dans le fond. Où est-ce que tu te vois chez Coveo, puis à quelle personne est-ce que tu te rapporterais, ainsi de suite. Puis, donc, c'est un peu ça, le processus. Puis si tu avais à mettre une moyenne à peu près là, du temps que ça peut prendre un processus comme ça? Oh, bonne question. En termes, par exemple, la première entrevue, ça prend 1 heure. Le test technique, c'est ça se passe 1 heure ensemble. Ça pourrait peut-être prendre 1 à 2 heures à préparer à la maison. Puis après ça, 1 autre heure. Donc, c'est sûr que ça peut s'étaler sur plusieurs semaines parce qu'on veut laisser du temps à la personne à se préparer, ainsi de suite. Mais en tant que tel, on essaie de ne pas faire perdre de temps à qui que ce soit. Fait que, une personne qui est assez rapide, qui est willing, qui dit « Moi, je suis prêt, est-ce que je peux aller à la deuxième entrevue? » Ben, ça peut se passer en 2 semaines. OK. Écoute, je finis avec ma question bonbon. Là, je la pose à tout le monde de votre gang avec qui je parle. C'est quoi ton perk préféré chez Coveo? Il y en a pas mal, mais je dirais en tant que commuter, donc je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup en vélo, okay. Autant été comme hiver, donc vraiment les douches, serviettes, le garage à vélo quand j'arrive ici, c'est absolument incroyable. Ça, c'est vraiment là, je dirais là, pour n'importe qui fait du vélo pour se rendre au travail. Inquiétez-vous pas, chez Coveo, c'est tout servi, tout inclus. Là. Moi, je trouve ça complètement débile. Je trouve ça aussi débile que tu fasses du bike l'hiver, man, pour te rendre à la job. C'est assez hot. Moi, je le dis à chaque fois, mais moi, c'est la machine Coupa, la Coupa Station. Où est-ce que tu peux customiser tes drinks d'eau minérale avec des saveurs? Je trippe là-dessus à chaque fois. C'est aussi le fun que c'est complexe. Ouais, c'est quand même, ça m'impressionne à chaque fois. Là. Simon, j'ai eu vraiment du fun. Ça m'a donné un meilleur insight sur la dimension produit et e-commerce de Coveo. Je veux te dire merci pour ton temps, puis j'ai hâte de te croiser en vrai à Montréal. Absolument. Merci. Merci encore pour l'invitation. C'était super. Cheers!